bienvenue à la deuxième capsule du cours didactique des sciences humaines et sociales à l'élémentaire. Cette capsule s'intéresse au transfert, le transfert des apprentissages qui sont vus en études sociales à l'école et qu'on peut transférer soit dans d'autres matières, soit dans d'autres événements extrascolaires ou à la maison ou dans la vie de tous les jours. La capsule que je vous propose, elle est adaptée de quelque chose qui avait été créé par Chantal Derry, qui est professeure à l'Université du Québec en Outaouais. Je l'ai adaptée avec son autorisation. Donc, on va commencer. On va aller à la deuxième diapositive, si ça fonctionne. Attendez, ça ne sera pas long. Ah, voilà. Donc, on l'a. Désolée du délai. Donc, pourquoi c'est important de réfléchir à cet élément-là, le transfert? Donc, comme j'ai écrit ici, depuis vraiment plusieurs décennies, les chercheurs en éducation, c'est un élément qui est vraiment important pour eux. On veut comprendre comment les apprentissages réalisés dans la formation peuvent se transférer et comment on doit faire. Et ça, on n'a pas la réponse exacte, mais on a des indices qui nous permettent d'adopter des techniques, de faire des choix pédagogiques qui vont dans un sens qui serait probablement plus efficace que d'autres techniques. Donc, c'est un peu ça qu'on va regarder dans la capsule. La définition du transfert. Donc, le transfert, ça correspond à quoi? J'aimais bien cette définition de Gagner. Ça disait, c'est un peu comme un bricolage qu'on effectue. On va chercher des choses qu'on a sous notre main, ou on dit des fois dans un tiroir dans notre cerveau, pour agir dans des situations qui ne sont pas les mêmes que où on les a utilisées en premier. Donc, on va aller chercher les habiletés ou les connaissances qu'on a sous la main pour pouvoir agir dans une nouvelle situation. Maintenant, ça c'est important, le transfert, ça doit s'enseigner en même temps que les connaissances de base que l'on souhaite transférer et non après. Okay? Donc, par exemple, je ne vais pas enseigner la chronologie de la Nouvelle-France pour ensuite dire à mes élèves « Ah, à quoi ça peut vous servir? » Non, je vais commencer à enseigner la Nouvelle-France en leur montrant qu'il y a des traces de la Nouvelle-France partout dans la francophonie en Amérique du Nord, que ce soit à travers les églises catholiques, les noms des rues, le français, qui est encore là, la langue française simplement, qui a survécu à plusieurs siècles de tentatives d'assimilation. Donc, on va commencer tout de suite, avant de donner les connaissances historiques, on va tout de suite donner à l'élève un indice de pourquoi on est en train de lui apprendre ça et en quoi ça l'aide à comprendre le présent. Même chose en géographie, je vais lui expliquer pourquoi je suis en train de lui apprendre quelque chose ou l'amener à faire les liens avant même qu'on traite des connaissances plus factuelles. Donc, le transfert dans les programmes ontariens en études sociales. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que pour chacune des années, quand vous allez juste après le survol, vous avez une colonne qui s'appelle les grandes idées. Et ces grandes idées-là, ça vous aide vraiment à comprendre comment la matière, elle, se transfère dans la vie des élèves. Donc, il y a déjà un travail qui a été fait pour vous. Puis moi, je vais vous montrer à la diapositive suivante un exemple qui est de deuxième année. Donc, je vous ai mis ici la petite flèche pour vous indiquer c'est quelle colonne. C'est les grandes idées. Puis après, une fois qu'on a ces grandes idées-là, ben, on a des questionnements qui vont avec, qui peuvent vous aider à partir là, vos situations d'apprentissage. Parfois, c'est une situation problème. Parfois, c'est moins élaboré qu'une situation problème, ce que vous avez vu dans la capsule précédente. Mais tout de même, vous avez des idées de questionnement ici. Mais on pourrait regarder un exemple ici. J'aimais bien les deux ici. Donc, grande idée, on est dans le domaine A, le patrimoine, l'historique. Donc, la diversité qui s'exprime dans les familles et la communauté nous aide à apprécier les perspectives de différents groupes d'humains. Donc, ce qu'on veut leur expliquer aux élèves, c'est que quand ils vont faire des recherches sur les traditions familiales qu'ils ont chacun d'entre eux, ce n'est pas simplement pour comprendre eux-mêmes, c'est aussi pour comprendre la diversité qui existe dans la classe, dans la communauté et même au pays. On le voit ici par la dernière grande idée de la section A. Le Canada est constitué d'une variété de communautés dont les traditions et les célébrations sont diverses. Donc, quand on en parlait de cette importance d'éduquer les élèves à la diversité qui existe autour d'eux. Donc, c'est vraiment dans votre programme d'études sociales. Et là, j'avais d'autres exemples pour le domaine géographique.
Donc, leur montrer aussi les climats et les caractéristiques d'une région qui influent sur la façon dont les habitants de cette région vivent. Je vais le faire à l'échelle d'une petite région, puis après, les élèves devraient être capables d'effectuer le transfert pour aller voir que oui, bon, à Toronto, le climat va influencer sur la façon dont les gens vivent. À Vancouver, les gens ne vivent pas de la même façon parce que le climat est différent. L'actualité. Quand on parle de transfert des connaissances, souvent en sciences humaines, on va utiliser l'actualité pour le faire. C'est vraiment la matière qui s'y porte très facilement. Et à la page 43 de votre programme, vous avez carrément un élément qui s'appelle la place des événements et des questions d'actualité. Puis on vous dit que ça doit être intégré aux apprentissages, donc c'est obligatoire pour satisfaire aux attentes du programme et ça ne devrait pas faire l'objet d'un traitement isolé. Donc on devrait être capable de faire les liens. Je ne devrais pas simplement rentrer dans ma classe et leur dire « Ah, vous avez vu, on reçoit dans notre classe aujourd'hui 3 immigrants syriens et de ne pas faire de lien avec ce qu'ils ont déjà vu dans leur classe d'études sociales. Non, il faut que je sois capable de prendre des événements de l'actualité et de faire les liens avec ce qu'il y a au programme. Ça leur permet d'ancrer dans la réalité leurs apprentissages, de comprendre à quoi ça sert finalement d'avoir des cours de sciences humaines et de contrer cet argument qu'on entend trop souvent, le passé, ce n'est pas important. Je n'ai pas besoin de connaître l'histoire. Non, parce que là, ils vont comprendre que ça les aide à mieux comprendre la société actuelle. Des exemples, des fois, c'est pas évident. On a l'impression qu'on est un peu perdu dans tout ça parce qu'on a un programme qui est très fixe. Et comment je prends ce programme-là, puis après, moi, je fais des liens. Mais ça, c'est votre autonomie professionnelle et c'est à vous de faire ce travail-là. Donc, c'est à vous, quand vous voyez un événement auquel vous croyez avec lequel vous pouvez faire des liens, bien, c'est à vous de faire cet effort-là, d'imprimer les articles de journaux, d'expliquer à vos élèves l'événement d'actualité ou leur faire des recherches et ensuite de faire des liens. Mais je vous ai mis des exemples. On peut parler, par exemple, de la fermeture d'une usine ou d'une grève. Ça peut nous aider à aborder l'industrialisation, la mondialisation en géographie, on peut regarder aussi la syndicalisation. Moi, je vous ai donné tantôt l'exemple des réfugiés syriens. Je n'ai pas besoin d'en recevoir dans ma classe pour en parler. C'est un événement important au Canada. S'il y a des élections, s'il y a des commémorations, par exemple les 150 ans de la Confédération, les 375 ans de la Ville de Montréal, c'est des événements qui peuvent nous servir parce que ça va être dans la vie des élèves. Ils vont voir des affiches un peu tous les jours. Donc, c'est important. Mais ça peut être quelque chose de pas très compliqué. Tous les jours, vous passez sur le pont Champlain. Ou on peut même parler à Montréal, on refait le pont Champlain. Donc, on est en train de refaire le pont Champlain. Mais on garde le nom de Champlain. Pourquoi on veut garder ce nom-là? Et ça nous permet d'aborder des éléments en histoire ou en géographie. Donc, le processus de transfert, vous l'avez un peu vu dans la première capsule. Je vais y revenir. Je vais vous donner 2 autres petits exemples. Mais c'est quelque chose que vous avez déjà vu. Donc là, on refait l'apprentissage et on espère que vous comprenez un peu l'idée. Donc, on a la contextualisation, la décontextualisation et la recontextualisation. J'aimais peut-être mieux le graphique qu'il y avait dans votre autre capsule parce qu'on disait vraiment passé, présent, passé. C'était vraiment pour la partie historique. Là. Donc, contextualisation, je pourrais vous donner un exemple. Celui-là, ça serait pour des niveaux un peu plus avancés, fin de l'élémentaire, début du secondaire. Je veux leur parler de la guerre de conquête au Canada. Donc, la guerre de conquête qui a mis fin à la Nouvelle-France entre les Français et les Anglais. Je ne sais pas trop par où commencer pour les intéresser à ça. Je sais qu'il y a beaucoup d'élèves dans ma classe qui s'intéressent aux batailles. Donc, je me dis, je pourrais passer par la bataille des Plaines d'Abraham. Mais encore là, difficile d'aller chercher l'attention et de faire quelque chose qui est contextualisé pour eux. Donc là, ça, c'est une idée que j'ai eue. Après, vous pouvez trouver ça intéressant ou non. C'est à vous de critiquer cette idée ou pas. Donc, l'idée que j'avais eue, je me suis dit, bon, lors de la bataille des Plaines d'Abraham, on entend souvent par les historiens ou par des commentateurs que la défaite par les Français des Plaines d'Abraham était due aux décisions du général de Montcalm, donc du général français, que finalement il avait pris les mauvaises décisions et c'est ça qui a causé la
la défaite aux plaines d'Abraham et finalement la fin de la Nouvelle-France, puisque la bataille des plaines d'Abraham est l'un des événements qui va mener à la fin de la Nouvelle-France et à la prise du territoire par les Anglais. Donc, je pars de cette idée-là, mais là, je suis complètement décontextualisée, donc ça ne marche pas là, dans mon graphique. Je veux vraiment aller vers une contextualisation, quelque chose au présent. Qu'est-ce que je peux dire pour rendre ça accessible à des élèves de 10, 11 ou 12 ans? Je pourrais, par exemple, dire lorsqu'il y a une bataille, même une bataille dans la cour d'école, hein? Lorsqu'il y a une bataille, est-ce qu'une seule personne peut être responsable de la victoire ou de la défaite dans la bataille? Okay? Moi, j'irais plus pour une bataille militaire, mais vous pourriez le porter à un niveau encore plus simple, au niveau de la cour d'école. Et là, vous allez avoir toutes sortes d'hypothèses. Il y a des élèves qui vont vous répondre, ben oui, des fois, c'est la faute à juste une personne. Puis, il y en a d'autres qui vont vous dire, mais non, c'est jamais la faute juste d'une personne. Mais on part dans cette idée d'avoir des arguments parce que c'est le même type d'arguments qui vont être utilisés même pour une bataille à grande échelle. Donc, je les ai intéressés à la question et ensuite, je leur dis, bien, écoutez, on va regarder une bataille dans l'histoire puis on va se demander si ça pouvait être la faute de juste une personne. Et là, vous leur faites faire la recherche historique. Là, on est en décontextualisation puisqu'on est dans le passé, à la bataille des plaines d'Abraham. Une fois que j'ai fait ma recherche, qu'ils sont arrivés à leur réponse, bien, je peux recontextualiser, puis finalement leur dire, finalement, pensez-vous que dans tous les cas, c'est juste une personne qui est responsable? Est-ce que ça dépend des événements? Est-ce que même on pourrait avoir une opinion qui est différente pour chaque personne ou pour plusieurs historiens? Donc, ça, c'est un exemple. On pourrait prendre un autre exemple, peut-être plus au niveau primaire, donc pour des plus petits, je veux les amener à faire la différence entre la ville et la campagne à différents moments dans l'histoire, donc entre le côté rural ou urbain. Mais ça a l'air compliqué de rendre ça intéressant pour les élèves, mais c'est pas très compliqué en fait. La contextualisation, qu'est-ce que je peux leur donner comme exemple? Je peux leur dire, par exemple, est-ce que toi, tu habites où? Tu habites en ville ou tu habites en campagne? Est-ce que tu préférerais habiter dans l'autre milieu? Donc, s'ils habitent en ville, est-ce que tu préférerais habiter en campagne? Oui ou non? Pourquoi? Donc, ça va les amener à trouver les arguments sur ce qu'ils aiment en ville, ce qu'ils aiment en campagne. Et là, bien, on peut décontextualiser puis prendre l'exemple de la vie urbaine et rurale en 1800. Donc là, on va voir que certains arguments sont les mêmes, certains arguments sont différents, on est en diachronie. Et là, je peux recontextualiser et en même temps, je peux aller voir certains éléments qui sont demeurés les mêmes dans un milieu urbain et dans un milieu rural à travers le temps et ceux qui ont changé. Et est-ce que finalement, si je préfère vivre en ville en 2017, est-ce que j'aurais préféré vivre en ville en 1800 aussi? Et là, la réponse sera peut-être différente. Donc voilà, c'était 2 exemples, mais il y en a plein d'autres et vous allez devoir en trouver un pour votre journal de bord. Voici d'autres exemples. On vous en a mis plusieurs. Ça, c'est vraiment Chantal Derry qui a bâti ce tableau-là. Donc, je ne vais pas tous les lire, mais on va regarder un peu des éléments ici. Donc, les événements de l'actualité, on l'a nommé. On avait parlé de la fermeture d'une usine, par exemple. Présenter l'histoire et la géographie comme des disciplines servant à expliquer des problèmes et à amener les élèves à formuler des hypothèses. Donc, que ce n'est pas vu en vase clos, on leur montre que ça sert à répondre à des questions et non seulement un apprentissage comme d'une liste d'épicerie ou quelque chose que je cocherais, j'ai appris toutes les choses qu'il faut que j'apprenne. Non, je suis en train de répondre à des questions qui sont plus importantes que simplement un apprentissage par cœur. Donc, pourquoi les gens habitent le long du fleuve? Pourquoi la population des Iroquois est passée de 100 000 à 10 000. Et là, c'est intéressant parce que on a vraiment une grosse chute de population. Et là, je ne veux pas leur donner la réponse tout de suite. Je veux que les élèves partent à faire leur hypothèse. Il peut y avoir une guerre, une catastrophe naturelle, peut-être qu'ils ont décidé de partir vivre ailleurs, etc. Et après, je leur fais faire une recherche et ils vont découvrir, par exemple, que certains des éléments qu'ils ont donnés peuvent être vrais. Il y a eu des guerres, mais il y a aussi eu la maladie.
avec l'arrivée des Européens. Garder un fil conducteur entre les périodes de sciences humaines. Donc, quand je fais une activité sur une autre société, leur demander de se rappeler de ce qu'ils ont, ou même sur la même société, toujours à chacun des cours, faire un rappel de ce qu'on a vu la dernière fois. Utiliser des expériences extrascolaires des élèves ou les vôtres pour amorcer ou enrichir une activité. Vous êtes allé visiter la Grèce, vous avez des belles photos de votre voyage en Grèce, utilisez-les. C'est une très bonne façon. En plus, ils vont être super heureux de vous voir dans un autre contexte que celui de professeur en avant de la classe. Mais ça peut être aussi les élèves qui vous disent « Ah, les plaines d'Abraham, bien écoutez, je les ai déjà visités, madame. OK, est-ce que tu peux m'amener des photos? On va les regarder au prochain cours. » Travailler des documents, les textes, les cartes, l'iconographie, donc d'amener les élèves à travailler, donc pas simplement à apprendre par cœur ou à écouter le récit d'un enseignant, mais à eux-mêmes manipuler des textes. Le plus souvent, on va essayer même d'aller vers des sources primaires. On va voir ça, ou vous aurez déjà vu ça au cours 3. Donc, comment on distingue les sources primaires ou secondaires. Mais si j'ai une source primaire, ils vont même aller voir le texte qui a été écrit à l'époque. Et on va questionner les élèves, on va leur poser les mêmes questions à chaque fois qu'on travaille à partir d'un document. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre aussi? Alors, on peut encourager la métacognition, l'indexation des connaissances. Donc, je veux les amener à me dire ce qu'ils connaissent déjà, donc les représentations initiales. Donc, avant de commencer, qu'est-ce que tu connais là-dessus? Est-ce que tu connais des choses sur l'Égypte ancienne? Donc, ça, c'est déjà une façon de les amener à s'intéresser à la matière et ça favorise le transfert par la suite. Questionner les élèves sur les opérations qu'ils font lorsqu'ils travaillent avec chacune des compétences. Donc, on a déjà fait ça, comparer deux sociétés. Est-ce que tu te rappelles comment on a fait? Quelles questions on s'est posées? Ah, qu'est-ce qu'on a comparé? Est-ce qu'on a comparé l'habillement? Est-ce qu'on a comparé la nourriture? Ben, est-ce qu'on peut s'y prendre de la même façon maintenant? Présenter différentes manières de cueillir de l'information, bien, je ne vais pas toujours faire la même chose aux élèves parce que s'ils associent les études sociales à toujours remplir un tableau, bien, ils ne peuvent pas faire de transfert par la suite à part faire des tableaux. Alors, il faut que je les amène à vivre différents types d'activités, différentes techniques qu'ils vont pouvoir réutiliser. Utiliser, oui, les tableaux, mais les cartes, la ligne du temps, etc. Je vais faire ressortir les liens entre les sociétés et les concepts. Donc, moi, j'aime bien, à chaque fois que je commence un nouveau chapitre ou une nouvelle société en études sociales, qu'est-ce que je peux faire? Je peux sortir ma carte géographique et leur demander de la situer. Est-ce que c'est les mêmes frontières ou ce n'est pas les mêmes frontières que la société qu'on a étudiée la dernière fois? Et amener les élèves à verbaliser la construction de leur interprétation. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Donc, pas simplement de procéder en version papier, mais aussi de l'exprimer. Et aussi, bien là, l'exemple qu'on nous donne, il est très intéressant, c'est de faire des jeux de rôle pour se mettre dans la position de deux personnes différentes dans une même situation. Donc là, j'ai donné l'exemple d'un riche seigneur et celle d'un serf. Donc là, on sera dans la société médiévale européenne. Mais est-ce qu'ils vont agir de la même façon dans la même société? Donc, je peux leur faire prendre tour à tour le rôle du seigneur ou le rôle du serf et ils vont comprendre que différents points de vue s'adoptent. Et ça, je peux faire ça très jeune. Je n'ai pas besoin d'attendre qu'ils soient en 4e, 5e ou 6e année pour commencer à faire ce qu'on appelle la perspective historique que vous avez vu lors du dernier cours. Faire de la modélisation. Okay? Faire du transfert, oui, ça implique donner une autonomie aux élèves, mais ça me demande aussi comme enseignant de leur montrer à développer cette autonomie, donc de faire de la modélisation. Donc, on va construire une interprétation en le faisant avec ou devant les élèves et je vais leur montrer comment je suis allée recueillir l'information, comment j'ai fait de ma recherche, comment j'arrive à justifier l'interprétation ou le point de vue que j'ai adopté. Utiliser des apprentissages en sciences humaines pour expliquer des situations contemporaines. Lorsqu'un projet où la syndicalisation est abordée, montrer aux élèves que ce qui est appris les aide à comprendre les grèves qui se déroulent en ce moment. Bon, je vous l'ai déjà donné comme exemple celui-là, mais c'est vraiment de leur montrer quand on parle de quelque chose d'historique, essayer de leur expliquer en quoi ça les aide à comprendre des choses qui se passent dans leur vie ou autour d'eux. Utiliser certains outils ou documents d'un projet à l'autre.
Donc, à chaque fois que je vais commencer une société, je vous parlais d'une carte tantôt, mais je peux aussi aller chercher mon atlas. Donc, à chaque fois qu'on commence un nouveau chapitre, OK, les amis, on va aller chercher l'atlas et là, on va commencer par situer notre société dans l'espace. Donc, ça va leur montrer qu'à chaque fois que j'étudie une nouvelle société dans le monde, bien, je peux aller chercher beaucoup d'informations sur le relief, le climat, etc. Je peux utiliser un atlas pour le faire. Et donc, ça va leur donner envie quand ils ont des questions dans la vie de tous les jours sur un pays qui est autre. Ah, je peux aller trouver cette information-là dans mon atlas. Montrer pourquoi une même technique peut ou non être mise à profit dans 2 tâches différentes. Bien, je peux montrer aux élèves à lire une image. Un document iconographique, c'est une image. Ça peut être une photo ou une peinture. Je vais les amener à décoder ça, donc à poser les bonnes questions au document pour arriver à trouver des réponses. Mais je peux me rendre compte que ce document-là, il peut être utile pour parler des caractéristiques, par exemple, d'un territoire, celui des prairies canadiennes, mais que si je cherche à comprendre comment les décisions sont prises au niveau politique au Canada, cette même image ne me sera pas utile. Donc, on va aller vers la pertinence ou non de la source. Ça, on en a parlé aussi au dernier cours. Les enseignants dont les élèves transfèrent. Donc, ceux où on a observé que les élèves avaient vraiment des capacités à transférer dans la vie quotidienne. Qu'est-ce qu'ils font de particulier, ces enseignants-là? D'abord, ils ont une préoccupation temporelle et spatiale constante. J'arrête pas de vous le dire, d'utiliser les concepts de temps et d'espace. Quand vous posez des questions, il faut toujours que je sache où je me situe et quand. Donc, cette préoccupation, elle est importante. Je vais insister sur le changement, la continuité, les liens entre le passé et le présent, la localisation, donc les idées, la synchronie, la diachronie. Bon, c'est des éléments qu'on a déjà vus, mais on les répète parce que c'est vraiment des éléments qui aident et qui à chaque fois qu'on les répète, l'enseignant va favoriser chez ses élèves la compréhension du fait que si je pense de cette façon-là, ça m'aide à mieux comprendre une réalité sociale d'aujourd'hui. Donc, ça devient un peu, en quelque sorte, une seconde nature pour les élèves. Une autre chose, font des liens explicites entre les contenus d'enseignement et l'actualité. Donc, ça, c'est quelque chose aussi qu'on a vu. Ça suppose, ça, je trouve ça intéressant, de prendre une certaine distance par rapport au curriculum, mais les résultats en valent la peine. Et c'est bon pour vous aussi de suivre l'actualité. Moi, j'ai toujours trouvé ça important pour un enseignant d'être au courant de ce qui se passe dans le monde. Donc, c'est une bonne chose pour vous. Ça vous force un peu à le faire et à choisir des bonnes sources aussi. Hein, parce que l'actualité qu'on voit passer sur Facebook, il faut quand même avoir un certain regard critique et aller chercher plusieurs sources d'informations et non seulement un article qui a été publié par un ami. Se distancier des manuels pour rendre des tâches plus significatives. Je vous l'ai dit, vous êtes aidé en Ontario, vous n'avez pas des très bons manuels. Mais ceux que vous avez, ne les utilisez pas. Non, pas nécessairement ne pas les utiliser, mais vous les utilisez de la bonne façon, c'est-à-dire que vous allez sélectionner certaines pages, sélectionner certains documents et en offrir d'autres aussi. Donc, de varier vos outils pédagogiques, de leur offrir des films, des vidéos, des images. On peut passer aussi par des romans. Donc, faire de l'interdisciplinarité. Donc, je me distancie du manuel en histoire ou en géographie. Ça ne veut pas dire que je fais n'importe quoi, OK? Donc, ces moments doivent être planifiés. Il faut que j'aie déjà choisi, il faut que j'aie déjà réfléchi à comment je vais faire ça sans le manuel. Ça demande une planification qui est plus importante que si j'avais simplement utilisé mon manuel scolaire. Et finalement, laisse une certaine initiative aux élèves. Donc, de laisser les élèves poser des questions, même si c'est que partiellement. On le dit au primaire, on ne les envoie pas dans le vide, mais plus ils ne sont pas que de simples exécutants, mais vraiment que c'est eux qui sentent qu'ils participent à la recherche et qu'ils accomplissent quelque chose, bien, ils développent à ce moment-là plus de compétences et ils sont plus habiles dans le transfert. Donc, vous avez vu que le transfert, c'est pas si compliqué, c'est accessible à tous, mais que ça demande de bien planifier. C'est important en sciences humaines au primaire parce qu'on veut, hein, l'idée même d'avoir ces matières-là à l'école, c'est qu'on veut former des citoyens éclairés et curieux du monde qui les entoure. Et ça ne se fait pas si on fait simplement leur apprendre
des éléments d'un programme par cœur. Donc, à vos marques, prêts, transférez. Mais avant, n'oubliez pas de remplir le journal de bord. Voilà!